Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Gaëtan Mélin. Bonsoir Olivier. Chef du service économie de BFM TV. Doliprane va devenir américain. Est-ce si grave ? En fait, est-ce que nous sommes capables de continuer à produire le Doliprane dont nous avons besoin ? C'est une question de souveraineté, puisque nous avons été, je le rappelle, en rupture de stock. Et les Français ont été privés de Doliprane quand ils en avaient le plus besoin, puisque pendant la crise du Covid, nous avons été en rupture et on a rationné les Français. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a 400 médicaments critiques aujourd'hui qui sont en menace de rupture de stock ou en rupture de stock. Il y a aujourd'hui, et en 2023, ce sont les statistiques d'une commission d'enquête parlementaire du Sénat qui a révélé ces informations, 37% des Français, l'année dernière, ont été exposés à une rupture de médicaments. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des opérations qui ne se font pas parce qu'on n'a pas les médicaments pour endormir les gens, contre la douleur. Bref, un certain nombre de médicaments, dans tous les champs d'ailleurs, de l'action. Le paracétamol, tout le monde en produit. Nous en avons manqué. Pourquoi ? Parce que le Doliprane, c'est la marque numéro 1 des Français, 50%. C'est ce qui est prescrit comme tel. Et donc, nous n'avons pas, par ailleurs, la matière première, les principes actifs qui sont fabriqués à des milliers de kilomètres en Inde et en Chine. Oui, là, ça ne change rien. La vente ne change rien. Les principes actifs sont toujours produits loin de chez nous. Non, parce qu'il faut souligner que le gouvernement a fait une chose louable. Une fois n'est pas coutume, on peut le dire quand même. En plein Covid. Ils ont décidé de construire l'usine avec tous les acteurs du paracétamol français. Bien sûr, Sanofi, mais également GFK et UPSA, qui a une usine aussi en France sur le sol français. Et ils ont décidé de les unir en payant une usine. Bon, elle n'est pas très rentable, c'est pas grave, mais au moins elle nous permet de disposer des principes actifs. Les principes actifs, si on les fabrique sur le sol national, c'est entre 20 et 40% plus cher que le prix d'achat au pays asiatique. Donc il faut se battre pour que les principes actifs des médicaments que nous consommons soient produits en France. Mais là, concernant le volet, enfin le dossier Doliprane, c'est pas ça l'enjeu. Si, parce que l'enjeu pour Sanofi dit, moi j'ai besoin d'argent pour justement rechercher de nouveaux médicaments, de nouvelles molécules, et donc c'est pour ça que je vends ma filiale au PLA. Le sujet n'est pas d'interdire à Sanofi de vendre. C'est à qui va-t-elle vendre et pourquoi faire ? Un fonds Ça, c'est autre américain. chose. Sanofi a besoin d'argent parce que Sanofi a dégringolé dans la recherche-développement, dans la market, dans la capitalisation boursière, dans la croyance que cette grande entreprise, qui était quand même un des numéros 3 mondiaux, est capable de répondre aux besoins de santé, des millions et même des milliards d'êtres humains sur Terre. Sanofi n'était pas bien géré ? En tout cas, elle a été dans une stratégie de découpage et de défaisance. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher Sanofi de vendre. Il s'agit de dire, attention, si Sanofi vend, c'est pourquoi faire, à quel prix pour la France, et est-ce que nous risquons de perdre ce que le gouvernement a péniblement réussi à faire. En clair, un fonds d'investissement américain, lui, il fait x3, x4, il n'en a rien à cirer de la France. Et on connaît les engagements des Américains quand ils auront pris les entreprises. Nous avons une certaine expérience. Pourtant, il y a des garanties, Gaëtan Mélin, exigées par le gouvernement et obtenues, semble-t-il. Effectivement, il y a un certain nombre de garanties qui ont été obtenues avant que Sanofi entre en négociation exclusive avec CD&R. Des garanties qui portent sur le développement industriel, des garanties sur le fait que, il y aura des compensations financières si, par exemple, CD&R décidait de céder l'un ou l'autre des deux sites que vous évoquiez tout à l'heure. Le site de Lisieux et le site de Compiègne. Voilà, on rappelle, c'est 1700 emplois en France sur 11 000 emplois dans le monde. Et puis, bien évidemment, s'il y a des licenciements, là aussi, un geste très fort de la part de CD&R, ça sera une indemnisation de 100 000 € par salarié. Mais Arnaud Montebourg, juste une petite question. Ça devrait vous rassurer, ça. Écoutez, je vais vous dire, j'ai déjà fait ça dans l'affaire Alstom. Exactement. Quand on a perdu l'arbitrage, on m'a dit, tu acceptes, j'étais contre. Moi, je voulais qu'on bloque la vente, j'étais au gouvernement. Et vous aviez obtenu des garanties. Et j'ai été battu à l'arbitrage dans le salon vers l'Élysée par François Hollande, qui a pris la décision de vendre Alstom aux Américains. Il faut le savoir, il faut le rappeler. Donc, à partir de ce moment-là, je lui ai dit, donnez-moi les moyens de faire une négociation dans l'intérêt du territoire et de la France. Bon. Et j'ai donc imposé 50 000 € en cas de licenciement, d'amende par licenciement, mais sur la base de la promesse que General Electric avait faite de créer des emplois à Belfort, 1000 emplois. Il y a eu 0, ils ont payé l'amende.
Ne vous inquiétez pas, ils la payent l'amende. Donc en fait, ils payent les amendes, mais ils ne garantissent pas l'emploi. Mais ils payent les amendes parce que ça ne les gêne pas de se faire prendre dans le radar. C'est pas grave, ils ont les moyens. Ils préféreront... Donc on va se faire avoir là, sérieusement là, c'est tout le problème des Américains. Et vous savez, les Américains, c'est intéressant de voir ce qu'ils font, eux. Eux, tous les ans, ils bloquent une dizaine d'investissements étrangers, et notamment français, hein, sur le sol américain. Vous vouliez que... Donc il faut leur accorder, excusez-moi, le minimum de réciproque. Vous vouliez que la France, que le gouvernement français s'oppose, interdise cette vente. C'était possible, ça? Je n'ai pas dit ça. Interdit ces ventes, non, mais bloque la vente aux Américains. Pourquoi? Parce que la vente aux Américains ne nous donne aucune garantie. Mais là, il faut vendre à qui alors? Alors, il y avait d'autres propositions. Partners. Il y avait d'autres propositions sur la table. Déjà, on aurait pu se donner du temps, faire monter les enchères, mais ce n'a pas été le cas. D'ailleurs, moi, Pourquoi, je suis votre avis? Pourquoi, votre avis? Parce qu'on cède trop facilement aux demandes de Sanofi? Je pense qu'il y a un petit problème de conflit d'intérêts au sein de Sanofi. Exemple. Alors expliquez-nous ça. La patronne d'Opella, Madame Julie Van Ongeval. La presse a révélé 2 sources. Donc quand il y a 2 sources, ça veut dire que c'est vrai, selon la presse, n'est-ce pas, Madame Mélin? 2 sources ont révélé qu'elle avait un management package de 200 millions d'euros pour vendre aux Américains. Alors que PAI n'avait donné que 50 millions. 50 millions, c'est déjà beaucoup. Hein, mais 200 millions? Donc nous avons la patronne d'Opella qui va toucher le pactole pour vendre aux Américains. Excusez-moi, il y a un petit problème. Deuxièmement, qui est le patron de Sanofi? Monsieur Oudéa. Frédéric Oudéa. Mais vous avez vu ce qu'il a fait de la Société Générale? Il a bousillé le Crédit du Nord. Regardez son action en 15 ans de gouvernance de Société Générale. La Société Générale, il en a fait la banque malade de l'Europe. Et d'ailleurs, tout le monde est en train de se dire, la prochaine qu'on va racheter, ça va être celle-là. Et donc, monsieur Oudéa, pourquoi voulez-vous qu'il fasse différemment de Sanofi? Donc moi, je pense que le gouvernement aurait dû exprimer une défiance vis-à-vis de cette gouvernance-là. À la fois à la tête d'Opella, à la fois à la tête de Sanofi. Et de dire, et ce n'est pas parce que l'État casse sa tirelire, parce que 150 millions d'investissements, c'est ce qu'a mis la BPI dans le capital. On va en parler, on va écouter Antoine Armand, le ministre de l'économie. Attendez, c'est quand même beaucoup. Non mais, le gouvernement, le ministre de l'économie, il a fait ce qu'il a pu, dans un cadre qu'il était contraint. Vous savez quoi, on va l'écouter? On va écouter ce que dit Antoine Armand, qui effectivement assure que la Banque de l'État, la fameuse BPI, va entrer au capital d'Opella. Au capital d'Opella, via BPI France, de l'État. L'État sera présent via BPI France dans cette stratégie industrielle et sanitaire pour être pleinement informé, pour être pleinement associé aux futures décisions de l'entreprise, car vous avez devant vous 2 ministres qui n'ont aucune forme de naïveté. Voilà, pas de naïveté, dit le ministre Armand. Non mais moi j'aime beaucoup ce langage, je pense que c'est bien ce qu'il essaie de faire. Je suis pas sûr que ça marche. C'est ça mon sujet. En fait, quand vous avez 2%, même 150 millions, c'est beaucoup, parce qu'avec 150 millions, c'est beaucoup d'argent dans les petites boîtes que vous mettez pas. Mais admettons, Au moment où on n'a pas Moi, d'argent. je suis pas contre que l'État entre dans le capital des entreprises. Je pense qu'il faut sortir, rentrer. Pour le paracétamol. Je l'ai fait dans Peugeot et c'est ce qui a permis de remonter Peugeot, de faire Stellantis, de reprendre Opel et d'acheter une partie et de prendre le contrôle de Chrysler et Fiat. Donc, franchement, je suis pas vraiment du tout opposé, bien au contraire. Mais franchement, est-ce qu'ils ont un droit de veto avec 2%? Je crois pas. Non. Si Sanofi et le fonds américain s'unissent, ça fait 98% contre eux. Bon, donc déjà, à quoi ça sert? S'il y a un droit de veto, je suis d'accord. Deuxièmement, le sujet, c'est est-ce que les gens de Doliprane vont maintenir ce qui a été fait sur la relocalisation? Il y a les garanties. Si ces garanties ne sont pas respectées, qu'est-ce qui se passe? C'est là les sanctions financières. On met 100 000 euros par licenciement. Mais c'est pas le problème du licenciement, enfin, même si c'est grave. C'est s'il se retire du montage que l'État a fait. Bah, ça veut dire patatras sur la souveraineté sanitaire et la reconstitution des produits. Il n'y a pas de garantie à 100%. Eh bien, il y a dans la loi une taxe de 10%, une amende qu'il est possible pour le gouvernement d'infliger à hauteur de 10% du chiffre d'affaires s'il n'y a pas respect des engagements. Est-ce que cette amende est prévue? Parce que ça fera mal. Ça fera très mal pour les Américains. Au-delà du problème... Je pose cette question directement sur votre antenne au ministre de l'économie, à qui j'adresse estime pour les efforts qu'il a accomplis, mais qui risque d'être insuffisant à l'usage du temps. Vous parliez tout à l'heure de souveraineté sanitaire. Mais
Il n'en reste pas moins que Sanofi va récupérer 7 milliards d'euros grâce à cette opération, ce qui va lui permettre de développer de nouvelles molécules, de nouveaux principes actifs pour les maladies rares et autres. C'est quand même important, vous l'avez souligné. Écoutez, moi j'ai connu Sanofi il y a 10 ans. Ils licenciaient tous les laboratoires de recherche-développement en France, ils investissaient tout leur cash aux États-Unis. À Boston. Donc vous n'avez pas confiance? Je n'ai absolument pas confiance dans ces dirigeants. Ils ont détruit cette boîte à force de découper en morceaux, de vendre, etc. Donc pour l'instant, excusez-moi, je serai le ministre de l'économie, je ne le ferai pas comme ça. Je le ferai beaucoup plus durement et en faisant monter les enchères et puis en nettoyant un peu cette gouvernance qui franchement n'est pas très sérieuse. Elle est très cupide, très cupide. Justement, vous dites, si j'avais été ministre de l'économie, il a le dossier Sanofi, Doliprane, mais il a aussi le dossier des finances publiques qui ne sont pas en bonne santé, nos finances publiques. Si vous étiez ministre, pour les sauver, vous décideriez d'augmenter les impôts ou de baisser les dépenses? Bon, écoutez, normalement... J'en appelle à votre expérience. Non, mais d'abord, c'est pas le ministre de l'économie qui fait ça, c'est le ministre des Finances. Bon, déjà, premièrement. C'est le ministre de l'économie qui l'avait annoncé. C'est normal, parce qu'il est aussi ministre des Finances. Et il a le ministre du budget sous ses instructions. Moi, je crois que le choix entre les impôts et les dépenses, on fait toujours les deux, quoi qu'il arrive. Toujours. La question, c'est quel dosage? Vous avez un dosage initial qui a été proposé par le gouvernement. Vous avez des dosages aléatoires qui évoluent au fil du vote en commission, puis maintenant en séance, puis à la fin, qu'est-ce qui va rester, on ne sait pas. Donc, d'une certaine manière, je vais vous dire, on a besoin de faire les deux et de ne pas déstabiliser la croissance, rassurer les marchés et en même temps ne pas créer les conditions de la perte d'attractivité du territoire. Et comment on a cramé la caisse? Parce que vous avez été au pouvoir. Est-ce que vous avez participé à ça? C'est-à-dire qu'on nous dit que ça fait maintenant des décennies qu'on dépense trop. Donc on vit au-dessus de nos moyens. La question, lorsque vous étiez au pouvoir avec François Hollande, est-ce que vous avez aussi cramé la caisse? La question, c'est en face des dépenses, est-ce qu'il y a des recettes? C'est l'écart entre les deux qui fait le déficit. Bien sûr. Alors, à l'époque, François Hollande, il y a eu un matraquage fiscal. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis... son quinquennat. Parce qu'il s'agissait de rétablir les comptes publics à la demande de la Commission européenne. Comme aujourd'hui. Ça a été fait. Et ça a mis François Hollande en situation de ne pas pouvoir se représenter. Sa majorité a explosé. Moi-même, j'ai dénoncé l'austérité fiscale et budgétaire qui pesait sur les classes moyennes et classes populaires. Et j'ai quitté le gouvernement dans les conditions tumultueuses que vous connaissez. Donc on se souvient peut-être. Et donc, en fait, la question, c'est qu'on ne peut pas imposer aujourd'hui une cure d'austérité, que ce soit par les impôts ou par la baisse des dépenses, parce que ça risquerait d'affaiblir l'activité économique. Donc il faut faire les choses en douceur, en souplesse. Pour créer l'activité. En douceur et en souplesse, et éviter les grands coups de matraque, dans tous les sens. Voilà. Donc ça, c'est la difficulté du gouvernement de Michel Barnier. On peut lui accorder notre estime, parce qu'il fait quelque chose de très difficile dans un contexte impossible. Alors justement, la situation économique de la France aujourd'hui vous inquiète particulièrement, et notamment la situation du commerce extérieur. Oui, parce qu'on est obsédé par le déficit budgétaire. Mais on devrait regarder ce qui crée la richesse et qui permettrait d'ailleurs de réserver le déficit budgétaire. C'est essentiellement le déséquilibre de la balance commerciale. C'est-à-dire ce qu'on achète par rapport à l'étranger à ce qu'on vend. Et ce qu'on produit pour nous-mêmes. On importe plus ce qu'on essaie. Écoutez, dans les années 2004, 2005, on était presque à l'équilibre. 20 ans plus tard, on est à entre 130 et 180 milliards de déficit. Que s'est-il passé? On en perd de vitesse. Le cumul de déficit en 20 ans est de 1500 milliards, pendant que le cumul des excédents allemands, pendant 20 ans, est de 4500 milliards. Mais comment on l'explique? Mais comment vous l'expliquez? Eh bien, c'est très simple. Nous ne sommes plus occupés de remonter notre industrie et notre agriculture qu'on a laissé choir. Tout le monde parle de réindustrialisation, mais on a l'impression que c'est impossible. Mais il ne faut pas en parler, madame. Il faut le faire. Oui. Il ne faut pas en parler. Il faudrait, pour que nous puissions retrouver le niveau à peu près de l'Espagne, en niveau de richesse industrielle dans notre richesse nationale, il faudrait qu'on remonte 5 points de revenu national, de PIB. Pour ça, il faudrait qu'on relocalise sur le sol national 50 milliards d'euros. Mais le Made in France coûte trop cher. Attendez. Non, il ne coûte pas trop cher. Les voitures allemandes sont beaucoup plus chères que les voitures françaises. Oui, mais c'est de haut de gamme.
C'est tout le sujet. Voilà. Et donc, non, c'est trop cher. C'est pas vrai. Ça dépend quoi, d'ailleurs. Donc, en fait, il va falloir parce qu'il nous manque 1 million d'emplois, il nous manque 25 000 hectares pour faire ça, et il ne suffit que de 30 milliards par an pendant 10 ans pour créer à peu là, on a près... plus d'argent, là. Ça a été chiffré. C'est de l'argent qu'on a, en fait. On l'a dans notre épargne privée. Nous avons le meilleur taux d'épargne du monde, Donc après le Japon, je crois. Vous voulez flécher l'épargne des particuliers, exemple, des ménages, ponctionner vers l'épargne des l'industrialisation. C'est pas ponctionné parce que c'est leur Fléché. intérêt, les épargnants, Oui. d'avoir du revenu Enfin, productif. les Français, s'ils épargnent, c'est qu'ils ne sont pas très rassurés sur leur système de retraite, sur le Pas devenir de la seulement, France. Pas seulement, vous avez un système qui sont l'équivalent de nos fonds de pension, ça s'appelle l'assurance vie, qui est défiscalisé d'ailleurs, soutenu par la fiscalité de l'État, qui est une dépense fiscale. Ouais. Presque Certains une voudraient niche fiscale. d'ailleurs supprimer cette niche fiscale. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais en vérité, l'assurance vie, c'est 2500 milliards de stock d'épargne. Il suffirait de 2% de tout ça, chaque année, fléché sur des fonds d'investissement qui ont une gestion avisée, que c'est pas l'État qui ferait ça, pour aller remonter l'industrie et l'agriculture française. Alors, les rentabilités, elles seront pas forcément délirantes. Mais je vais vous dire, le livret de caisse d'épargne, c'est pas non plus délirant. Donc on peut aujourd'hui organiser ça. Ça n'a jamais été fait parce qu'on n'a jamais voulu contraindre les collecteurs d'assurance vie, AXA, etc., tous les autres. Allianz. Bruno Le Maire voulait mettre en place un livret jeune, justement. Non, mais c'est dédié pas à un la livret croissance qu'il verte. faut là. Là, c'est pas des livrets. On a l'épargne. On va pas collecter l'épargne. On l'a. C'est cette épargne-là qui part à l'étranger, qui finance d'ailleurs beaucoup les fonds d'investissement américains, les obligations singapouriennes, les obligations de tous les États étrangers, mais très peu l'industrie et l'agriculture française. Arnaud Montebourg... Donc ça, vous voyez, ils ont essayé de le faire par la politesse. D'accord, mais encore une fois, par la politesse. Mais quand je vous dis que le Made in France, c'est trop cher, vous me dites non, pas partout. Il y a quand même le coût du travail qui fait que parfois l'économie française est en défaut par rapport à ses concurrents. Nous avons des aptitudes compétitives qui ont été démontrées, des efforts ont été faits sur le coût du travail. Ce qui, aujourd'hui, déstabilise l'économie française, c'est l'électricité. C'est-à-dire la remontée du prix de l'énergie qui n'est pas maîtrisée. Malgré notre nucléaire. Nous produisons bien moins cher. Ça a bien baissé depuis le pic de l'inflation. Oui, mais enfin, vous avez aujourd'hui facture d'électricité plus PGE, 63 000 faillites. C'est-à-dire autant que pendant la grande récession entre 2008 et 2009. Donc là, on a un grave problème. Donc cette question-là, d'ailleurs, les PGE, excusez-moi, on a prêté une très garantie d'État pendant le Covid. Le quoi qu'il en coûte. Oui, enfin, pour les entreprises qui allaient faire faillite. Oui. Donc, c'est pas des subventions, c'est des prêts. Donc, on vous prête de l'argent pour faire face. Vous avez 5 ans pour rembourser. 5 ans pour rembourser, c'est impossible. Celles qui devaient mourir, de toute façon, vont mourir. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner, madame Mélin. Là, vous répétez ce qu'on vous dit de répéter à Bercy. Non, pas du tout. Non, Gaëtan ne répète pas à Bercy. Pas du tout, je n'écoute pas Bercy. Non, mais il y a certaines entreprises, reconnaissez-le, qui auraient dû mourir pendant le Covid ou avant le Covid. Qu'on a sauvé artificiellement. Voilà, qu'on a sauvé artificiellement. Et ces entreprises, eh bien, si elles n'ont pas trouvé... Le quoi qu'il en coûte était trop large. Excusez-moi, aux États-Unis, on a prêté pour 30 ans. Les fameux prêts pendant le Covid, ça a duré 30 ans. Si on vous demande de rembourser en 5 ans des prêts qui représentent 25% de votre chiffre d'affaires, ça fait 5% de votre chiffre d'affaires par an, c'est-à-dire, comme la plupart des PME font 3% de revenus, donc elles sont en déficit. Donc, vous comprenez que c'est insoutenable. Donc, ne dites pas qu'elles devaient mourir. C'est une faute contre l'esprit. Arnaud, laissez-moi terminer, si vous me permettez, parce que là, c'est une affaire importante. Le gouvernement devrait d'urgence prolonger les PGE. Les mettre sur 10 ans. D'accord. D'abord, ça éviterait toutes les faillites qu'on voit, qui sont inutiles et qui sont liées à une mauvaise politique d'État. C'est ce que déjà Bruno Le Maire a proposé, on peut étaler. Mais ça avait été déjà... Non, mais il s'agit, quand vous êtes ministre de l'économie, il ne faut pas le proposer. Il faut le faire. Oui. Mais il est resté 7 ans, il ne l'a pas fait. Donc, on peut demander au nouveau ministre de l'économie de s'en occuper. Ça serait pas mal. Dites-moi, Arnaud Montebourg, je vous écoute. Vous avez quitté la vie politique, vous êtes dans les affaires, dans le Made in France. Entrepreneur. Mais en même temps, je me dis, tout ce que vous racontez, vous pourriez le mettre en application si vous étiez ministre de Michel Barnier. Est-ce que vous avez appelé Michel Barnier? Pas du tout, c'est très bien ainsi. Pourtant, votre nom a été cité. Je n'ai pas été appelé, donc je vous dis la vérité. Et si vous avez appelé? Ça ne se présente pas, puisque ce n'a pas été le cas. Écoutez, est-ce que vous auriez aimé mettre en application vos idées? Je ne suis pas venu ici pour vous parler de ça. Ce que je sais, c'est que dans mes entreprises,
sont des entreprises qui relocalisent dans l'agriculture, dans l'industrie aussi, où on réinvente le futur avec des nouveaux modèles économiques. Et le Made in France, excusez-moi, ça marche. Le Made in France, ça marche. Ça marche. Donc on peut y arriver. Vous avez encore confiance dans l'avenir de la France? J'ai une très grande confiance dans ces ressources entrepreneuriales. Vous avez aujourd'hui des syndicalistes qui montent des boîtes, des jeunes qui montent des boîtes, des seniors comme moi qui montent des boîtes. Vous avez confiance Et d'ailleurs, je trouve que la réindustrialisation devrait s'appuyer beaucoup plus sur eux. Ouais. La réindustrialisation, c'est pas les gigafactories qui tombent, subventionnées à coups de milliards par l'État, parce que ça, c'est artificiel, c'est précaire et c'est coûteux. Le nucléaire. En revanche, ce tissu entrepreneurial, aujourd'hui, n'est pas financé par le système bancaire. On a un problème de banque dans notre pays. Vous allez voir n'importe quel entrepreneur, vous savez ce qu'il vous dit? Le fisc, c'est dur. Oui. Ils ne veulent pas prendre de risques. Les banques. Normes infernales et les banques qui ne nous financent pas. Ouais. Voilà. Donc on n'a pas de banque dans notre pays pour financer l'entrepreneuriat. Eh bien, c'est la réforme des banques qu'il va falloir faire pour que ce pays se redresse. Ça vous excite plus, ça, que la politique? De quoi vous me parlez? Écoutez, moi, j'ai fait 18 ans. J'ai fait mon temps. Vos petits camarades n'arrivent pas à décrocher. François Hollande veut revenir. Enfin, il est même revenu, les députés. C'est l'affaire de François Hollande. Interrogez-le sur ses désirs. Moi, j'ai fait 18 ans. J'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, je suis engagé dans 10 entreprises. Mais qu'est-ce qui vous plaît le plus? Être candidat à l'élection présidentielle ou ce que vous faites actuellement? Ce que je fais actuellement est tout à fait intéressant. D'abord parce que c'est très modeste, mais c'est concret. Et ça change quand même beaucoup de choses. Peut-être plus concret que l'action ministérielle parfois. Parfois. Merci Arnaud Montebourg, merci d'avoir été avec nous.